Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour notre suivi du mini crowdfunding du mercredi, l'émission dans laquelle je passe en revue les projets qui s'apprêtent à se terminer du côté de chez Kickstarter, GameFound et compagnie. Cette semaine, pas d'annulation à signaler, et comme pour le menu crowdfunding, à partir de novembre, on commence à voir de moins en moins de jeux se terminer parce qu'il y a de moins en moins de jeux qui arrivent sur les différentes plateformes. Donc ça, c'est assez logique. Du coup, ça devrait durer un petit peu moins longtemps que la dernière semaine, enfin que la semaine dernière plutôt, parce que la dernière semaine serait un mauvais présage, et du coup, on va directement s'orienter vers le premier projet, à savoir A Wayfarer's Tale, qu'on avait présenté il y a 3 semaines, à savoir le 13 novembre dernier dans le menu crowdfunding. Il s'agissait, et il s'agit d'ailleurs toujours, d'un petit roll and write un petit peu plus raffiné que certains parfois sur Kickstarter, toujours en PDF, donc en print and play pour 5 livres, donc l'équivalent certainement de 6-7 euros maximum. Pour tous les amateurs de roll and write, ça se veut être un roll and write print and play certes, mais un petit peu plus classe que d'autres. On voit qu'il y a certains éléments imprimables qui donneraient un petit peu de relief à l'ensemble. C'est plutôt joliment réalisé, et ça a l'air d'être plutôt prometteur dans sa catégorie de jeu, qui est donc le roll and write. Après, bon, ça reste un roll and write en print and play, donc vous attendez pas à un truc super heavy, super précis et super riche en termes de contenu, mais ceci dit, il y a plusieurs petites campagnes solo aussi qui accompagneront ce jeu. D'ailleurs, en parlant de campagne solo, on aura potentiellement une prochaine à 20 000 K, pour l'instant on est à 18 000 $ si je me souviens bien, et à 20 000 on devrait pouvoir atteindre une seconde campagne solo, donc en plus de celle déjà présente dans le jeu d'origine. Ceci dit, il reste, vous le voyez, assez peu de temps, 28 heures au moment où moi j'enregistre cette vidéo. Donc demain, il vous restera certainement les 3 heures maximum lorsque vous verrez cette vidéo avant que A Wayfarer's Tale ne se termine. Est-ce que d'ici là, ils auront été chercher les 20 000 €? On peut espérer que ce soit le cas, mais c'est pas encore garanti. Voilà pour A Wayfarer's Tale. La honte internationale, et oui, je n'avais pas présenté Castles of Mad King Ludwig pour cette réimpression plus extension intitulée Renovations, rénovation pour le coup. J'en avais parlé la semaine dernière, certes, dans le suivi du menu crowdfunding, mais j'avais raté le lancement de la campagne. C'est le nouveau projet de Bézier Games, que vous connaissez certainement. Ils ont quand même fait pas mal de projets qui ont fait un certain retentissement sur Kickstarter, et donc, y compris d'ailleurs Castles of Mad King Ludwig, qui a du coup une version française. 4971 contributeurs pour l'instant, 29 heures avant la fin de la campagne, donc encore une fois, il vous restera l'équivalent de 3-4 heures avant la fin de la campagne lorsque vous verrez cette vidéo, si vous la voyez assez tôt, et pour l'instant 230 000 € d'engrangés pour 5000 backers approximativement. On est sur un très très joli résultat pour Castles of Mad King Ludwig. Donc je vous renvoie vers la vidéo de la semaine dernière, mais pas du menu crowdfunding, mais du suivi du menu crowdfunding, dans lequel je parlais un petit peu du jeu que j'avais malheureusement raté au moment de sa sortie sur Kickstarter. Donc vous me direz si vous avez déjà joué, ce que vous en pensez si c'est le cas éventuellement. C'est un jeu qui a l'air d'être relativement sympa, que je testerai avec plaisir, mais je ne suis pas suffisamment intéressé pour aller le backer malgré tout. Donc voilà pour Castles of Mad King Ludwig, mais je m'aperçois que j'ai oublié de parler des potentiels stretch goals, donc avant d'oublier totalement, les voici. On aura tout d'abord ici un swimming hole, donc une tuile supplémentaire que l'on pourra ajouter à son château. On a aussi un cours de basketball, un terrain de basketball, ce qui est quand même très étrange dans un univers de fantasy un peu médiéval. Bon, pourquoi pas, c'est un peu loufoque, mais pourquoi pas. Ensuite, un crawl space, donc alors je sais pas très bien à quoi ça correspond. Cat chamber, donc éventuellement une chambre à chat, une pièce dédiée au chat. Là encore, donc, on a pas mal de stretch goals qui ajoutent des tuiles un petit peu loufoques quand même, pour être tout à fait honnête. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Anechoic chamber, donc ouais, non, je saurais même pas vous traduire ça. Est-ce que c'est un rapport avec une chambre insonorisée? Je sais pas. Gauntlet, Comics Room, donc une chambre pour les mangas, les comics, etc. Campsite pour faire du camping, Rumpus, etc. Donc plein de nouvelles tuiles qui viendront s'ajouter à celles déjà présentes. Et vous voyez qu'à partir de celui-ci, donc 250 000 K, pour l'instant, enfin 250 K, pardon, ce n'est pas encore débloqué, déverrouillé, donc on en aura certainement quelques-uns de plus d'ici la fin de la campagne, mais il reste encore une fois très peu de temps, 28 heures, donc vous retirez environ 25-26 heures, il restera certainement encore 3 heures avant la fin de la campagne lorsque vous verrez cette vidéo. Voilà pour Castles of Mad King Ludwig.
Pas de Kickstarter non plus pour celui-ci, Frosthaven Gloomhaven Gaming Kit, donc pour aller deluxifier et rendre un petit peu plus ergonomique vos jeux de Frosthaven, qui n'est pas encore parvenu au backer de toute façon, mais surtout de Gloomhaven, qui lui pour le coup est parvenu au backer et qui est même parvenu à la première position de BGG. Donc pour ceux qui seraient intéressés par de la deluxification et aussi un peu plus d'ergonomie pour le jeu favori de tous les gamers de BGG, ça peut éventuellement vous intéresser. Bon, ça va coûter relativement cher dès lors qu'on ajoute plusieurs options, mais ceci dit, quand on aime un jeu, on compte un petit peu moins. Voilà pour Frosthaven et Gloomhaven Gaming Kit, 1250 contributeurs pour un projet qui n'est pas officiellement accompagné par l'éditeur d'origine de Gloomhaven et Frosthaven. On peut se dire que c'est quand même un beau résultat. Près de 100 000 € d'engrangés et il reste donc 29 heures avant la fin de la campagne. Vous en retirez environ 23 et ça vous donne donc 6 heures restant avant la fin de la campagne. Celui-ci fait certainement partie des doyens de cette vidéo. C'était un projet qui avait été lancé le 7 novembre dernier. Il s'agit de The Thinning Veil, qui était un projet très ambitieux. Je vous encourage vivement à aller regarder le pan de la vidéo en question si vous l'aviez raté à l'époque. C'est un jeu assez ambitieux, assez intéressant, surtout qu'en plus ça nous vient d'un primo-éditeur, Triskelion Games, premier projet sur Kickstarter, et ils ont attaqué d'entrée avec un jeu vraiment très joliment réalisé en termes de direction artistique, c'est vraiment très beau. Le matos avait l'air d'être plutôt classe, les figurines étaient vraiment magnifiques également, plutôt détaillées d'après ce que l'on pouvait en voir en tout cas, mais ça n'a pas pris, ou plutôt si, mais pas suffisamment. Ils ont fixé un seuil de financement qui est réaliste, et donc ça c'est tout à leur honneur, c'est assez rare sur Kickstarter, 175 000 € pour financer ce jeu, on est à près de 100 000, donc c'est loin d'être ridicule, 573 contributeurs, le projet était assez cher, assez peu présenté, il y avait très peu de contenu vidéo pour le présenter, et du coup ça n'a pas tellement pris, même si on nous promettait évidemment une version francophone en PDF, pas pour le matériel. Ça n'a pas pris suffisamment. Mais c'est quand même un beau premier essai, j'ai envie de dire, même si toujours je suis très étonné par le nombre d'actus qu'ils ont su pondre au quotidien. 64 actus en l'espace de 3 semaines, ça fait au moins 2 par jour quasiment. C'est un petit peu ridicule, d'autant plus que pour un projet qui n'avait quasiment aucune chance de financer, faire 64 actus c'est assez étrange. Peut-être que c'était une façon pour eux de créer une sorte de momentum, d'élan, mais ça n'a pas pris suffisamment. Donc peut-être qu'on les retrouvera d'ici quelques temps, mais très clairement, avec le peu d'heures qui restent avant la fin de la campagne, ça ne financera pas. La semaine dernière, on avait parlé de Inheritance, qui n'avait pas été présenté dans le menu crowdfunding, mais donc directement la semaine dernière dans le suivi, parce que je l'avais raté tout simplement, malgré la présence d'une version française pour la campagne. Petit jeu pour 2 à 4 joueurs, 15 à 30 minutes la partie, pour actuellement 136 contributeurs sur le projet. La semaine dernière, on était à 90-95% du financement, cette fois-ci c'est fait, on est à 8 000 € d'engrangés sur 7 400 nécessaires, c'est donc désormais financé pour ce petit jeu de gestion de main avec des cartes multi-usages, donc toujours très intéressant, surtout dans un profil de jeu très court, 15 à 30 minutes la partie. C'est un truc que j'apprécie pas mal, moi, justement les cartes qui vous proposent différents usages, différentes utilisations, et ça c'est plutôt un truc que j'apprécie, notamment sur des jeux comme Maracaibo, mais là c'est beaucoup plus léger du coup, et je serais curieux de le tester sur un jeu beaucoup plus court comme c'est le cas ici. Donc vous me direz ce que vous en pensez éventuellement pour le nouveau jeu de Flying Man Games, dont c'est le deuxième projet. Je crois que je ne m'étais pas abonné à leur page, du coup je vais le faire en direct, voilà c'est le cas. Ils avaient déjà pondu Prognosis Death avec 252 contributeurs à l'époque, je connaissais pas. Ça devrait faire un petit peu moins ceci dit pour Inheritance. Et bah du coup j'ai rien d'autre à dire. Pas grand chose à dire de plus non plus concernant Cthulhu Coincides, puisque bon de toute façon ça ne sert à rien de vous rappeler quand je l'avais présenté, ce n'est pas un jeu, ce sont des pièces qui peuvent, comment dirais-je, être affiliées à l'univers du monde ludique et qui peuvent être utilisées bien évidemment dans la pelletée de jeux dans l'univers de Lovecraft, bien entendu, c'est le but j'imagine. Ça remplacera éventuellement des dés, si vous êtes un petit peu amateur de pièces de métal dans l'univers de Cthulhu, ça peut être sympa, mais sinon ça n'a pas un grand intérêt et il n'y a pas spécialement de grandes nouveautés entre la dernière fois où j'en ai parlé et cette semaine, donc du coup on peut passer directement au prochain projet. Sachez tout de même qu'il vous restera du coup approximativement une douzaine d'heures avant la fin de la campagne. Pour l'instant 600 contributeurs environ se sont rués sur le projet, accumulant par là même 32 000 € approximativement. Voilà pour Cthulhu Coincides. Présenté le 7 novembre dernier dans le menu crowdfunding, The Adventures of Tennessee James n'a pas financé,
et ça ne se fera pas, hein, vraisemblablement, pour le projet canadien qui nous venait de Variable Outcomes. Oui, donc résultat variable, et bien pour le coup, le résultat aura été négatif pour The Adventures of Tennessee James, qui a pour l'instant accueilli 130 contributeurs et seulement 8 000 € sur 21 500 nécessaires. Donc ça ne financera certainement pas, vu qu'il reste quand même très peu de temps avant la fin de la campagne, hein, 42 heures pour l'instant. C'était pourtant un jeu qui, dans une catégorie, dans un registre très familial, présentait plutôt bien. Visuellement, ça donnait plutôt envie, même si c'est pas mon type de jeu, c'était plutôt joliment présenté, très coloré, très chatoyant, et ça avait pas l'air d'être plus mauvais qu'un autre jeu en termes de gameplay. Donc je suis assez étonné par le manque d'attrait pour la campagne, le manque d'intérêt plutôt, pour la campagne de la part des backers. Je vois très bien ce jeu atteindre les boutiques un jour, peut-être que c'était simplement pas la bonne période, et puis aussi que, on le sait, les jeux, disons, familiaux sont généralement un petit peu moins populaires sur Kickstarter que les jeux un petit peu plus orientés gamer, voire même experts parfois. Donc voilà pour The Adventures of Tennessee James, pas financé, donc du coup, pas de stretch goals non plus. Présenté dans le menu crowdfunding du 13 novembre dernier, le nouveau projet de Holy Grail Games, à savoir Copan Dying City. Pour l'instant, 750 contributeurs, 53 heures avant la fin de la campagne, 54 000 € d'engrangés. Et c'est vrai que c'est quand même une semi-déception, mais en même temps, on a l'habitude de voir Holy Grail Games faire des campagnes et ensuite sortir très rapidement ces jeux en boutique, sans vraiment de grandes différences qui pourraient justifier le fait de backer plus tôt que d'attendre patiemment la sortie en boutique. Et donc ça s'explique aussi par là, je pense, hein, les grands fans ou ceux qui peuvent pas l'obtenir près de chez eux parce qu'il n'est pas vendu dans leur pays par exemple, peuvent se rabattre sur la campagne, mais pour tous les francophones, en tout cas les francophones européens, parce que je sais pas s'il est également commercialisé au Canada, j'imagine que c'est le cas, vous pourrez en fait tout à fait attendre la sortie en boutique sans aucun problème. Mais bon, 750 contributeurs, 50 000 €, c'est pas ridicule non plus, il reste 53 heures, donc on devra certainement atteindre les 850, 900, voire peut-être 1000 d'ici la fin de la campagne de Copan Dying City, avec très peu de stretch goals qui devraient de toute façon aussi ne pas être exclusifs à Kickstarter. On ne voit pas de logo stipulant une potentielle exclusivité Kickstarter, donc a priori tous les stretch goals que vous voyez ici seront disponibles également dans la boîte vendue dans le commerce. On aura donc des petites boîtes de rangement pour les différents jetons, on aura aussi 2 nouvelles cartes de présage ou d'augure, on aura aussi des porte-cartes en carton, plutôt classieux d'ailleurs, et pour le reste, tout ce qui est ici en marron, disons, n'a pas encore été débloqué, donc malheureusement, ça, il faudra peut-être s'en passer, y compris dans la sortie boutique, ce qui est assez dommage, qu'on aurait pu par exemple avoir le Spot UV pour le plateau central, donc une sorte de surbrillance sur certains aspects du plateau central, ce qui aurait pu être sympa, même si c'est gadget. Donc voilà pour Copan Dying City, il reste donc 53 heures, vous faites un petit peu le moins 26-27 heures pour avoir la solde restant d'heures avant la fin de la campagne, donc environ disons environ 25 heures, 26 heures peut-être avant la fin de la campagne pour Copan Dying City. En êtes-vous? N'en êtes-vous pas? Vous me le direz éventuellement. En tout cas pour l'instant, dans l'onglet communauté, on a 163 backers francophones, français pardon, et 29 backers en Belgique, on en a même 14 au Japon. Et je n'en fais pas partie. Autre projet disponible en version francophone, comme c'était déjà le cas pour Copan Dying City, je l'avais pas dit mais bon, il y aurait le petit drapeau de toute façon. Werewolf The Apocalypse Retaliation, toujours aussi long à dire, pour 1 à 4 joueurs en coopération, avec une très belle direction artistique, des petites miniatures dans tous les sens, plutôt très sympa également. Le tout a attiré 3600 contributeurs pour l'instant, avec près de 570 000 € d'engrangés, donc on est largement financé, et il reste 59 heures avant la fin de la campagne, donc environ 32-33 heures lorsque vous verrez cette vidéo, donc suffisamment de temps pour vous y intéresser, mais ne perdez pas trop de temps quand même, d'autant plus que le projet est, je le répète, disponible en français. C'est donc pour 30 minutes par joueur par scénario, et c'est pour 1 à 4 joueurs pour 18 ans et plus parce que c'est relativement, disons, mature comme disent les anglophones. On est sur un jeu assez riche d'aventure avec des loups-garous qui vont chercher à protéger l'univers, ce qui est assez rare en règle générale, c'est plutôt le contraire, et donc avec des plateaux double épaisseur d'entrée de jeu. On aura aussi des personnages qui auront 3 formes, une forme humaine, une forme de loup relativement classique et une forme de loup-garou, et vous devrez à cœur de les rendre de plus en plus forts, de plus en plus puissants avec de nouvelles compétences au fur et à mesure de l'aventure. Vous rencontrerez
rencontrerez des NPC, vous débloquerez certaines compétences supplémentaires, vous aurez aussi des cartes de stratégie, voilà, ici que vous voyez pour certaines situations, pour essayer de débloquer certaines situations, pour essayer de mieux vous en sortir en combat face à vos adversaires par exemple, et on a un tas de scénarios rejouables, bien évidemment, il ne s'agit pas d'un legacy, donc tout ça est assez riche, assez prenant, de prime abord ça va être un très bon jeu, pas forcément ma cam, c'est pas le type de jeu vers lequel je m'oriente en principe, en général, mais je serais curieux de le tester un jour. On verra bien. En tout cas, attention, je vous le rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi éventuellement le menu crowdfunding du 20 novembre dernier dans lequel j'avais présenté le jeu, il y a 4 extensions avec leur lot de miniatures, de cartes et de scénarios supplémentaires, mais qui coûtent assez cher à l'unité, 29 € par petite extension, et il y en a 4, donc ça peut rapidement monter assez cher. Voilà pour ce qui est de Werewolf The Apocalypse. On va quand même aller regarder aussi s'il y avait des stretch goals que j'aurais survolé un peu trop rapidement en préparant l'émission. Ce qui n'est pas impossible parce que du coup j'ai assez peu préparé aujourd'hui, je suis rentré un petit peu plus tard que d'habitude et je meuble en attendant parce que sinon ça va laisser un gros vide bizarre, donc je meuble et voilà c'est ici. Les stretch goals, on aura donc de nouvelles quêtes, on aura aussi des petites cartes disons avec un artwork un petit peu alternatif, bon c'est pas un grand intérêt en termes de gameplay mais pourquoi pas. On aura aussi le linen finish donc sur les cartes, donc ce petit maillage qui rajoute un petit peu de qualité et de résistance au niveau des cartes, de nouvelles quêtes annexes donc qui seront différentes des quêtes principales mais que vous pourrez aussi accomplir certainement pour obtenir des bonus, des cartes supplémentaires, des compétences supplémentaires. On a aussi des miniatures qui viennent s'ajouter en plus, on a aussi un insert plastique pour toutes les miniatures, les cartes, etc. Donc ça c'est plutôt un gros plus également en termes d'installation et de rangement. On a encore une autre miniature plutôt très classe, le Wire's Bane par exemple, qui a l'air d'être vraiment sympatoche. Ensuite on a le jeu qui sera désormais localisé en langue espagnole, mais bon ça devrait pas vous intéresser a priori. Nouvelle miniature, on aura peut-être de l'allemand, mais là encore on s'en fout un petit peu, et toutes les autres pour l'instant sont encore verrouillées, donc on n'a pas encore atteint ces seuils de financement là, mais de toute façon la version française au moins est débloquée d'entrée de jeu, puisqu'il s'agit d'un studio canadien-québécois qui plus est, donc francophone. Flyos pour les intimes éventuellement. Voilà pour Werewolf The Apocalypse Retaliation, dernière apparition sur le suivi du menu crowdfunding. Vous me direz si vous l'avez backé ou non. Pour l'instant, en France, vous êtes 291 contributeurs tout de même, et 58 en Belgique par exemple. Bon, au Canada 312, mais je ne sais pas si vous êtes tous des francophones pour le coup. Voilà pour Werewolf The Apocalypse Retaliation, c'était la dernière fois que je disais ce titre particulièrement long. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 27 novembre dernier, et oui, 3 jours seulement, et il ne reste que 3 jours, donc la campagne était extrêmement courte, elle aura duré moins de 10 jours, il s'agit de Elden Ring qui bien évidemment a fait parler la poudre, on est à près de 2 630 000 € d'engrangés pour l'instant, 9 300 contributeurs, à 3 jours de la fin de la campagne, on devrait donc atteindre, je pense, les 12-13 000 d'ici la fin de la campagne, et pourtant, même si c'est vrai, le jeu reprend la direction artistique globalement du jeu vidéo qui était quand même plutôt très classe, même si graphiquement peut-être un tout petit peu daté, mais quand même très très classe. C'est surtout par ces miniatures qu'il va se distinguer et attirer le chaland, soyons honnêtes, parce que au-delà de ça, les espaces de combat que vous intrapercevez ici, ou encore les cartes et le gros du matériel outre miniature, est hyper classique en réalité. On a de très belles miniatures, on a des tuiles de terrain ici qui sont pas extraordinairement belles, mais bon, qui font le job. On a des cartes qui sont relativement classe, mais très classiques. Au final, si c'était un jeu qui ne possédait pas la licence et les miniatures, est-ce qu'il aurait tellement intéressé les gens ? Ben, je suis pas si convaincu que ça. Mais bon, au-delà de ça, c'est un nouveau projet pour Steamforged Games qui, bon, a une réputation. J'ai pas dit bonne ou mauvaise, j'ai dit ils ont une réputation quand même. Ils sont relativement connus, ils ont quand même 15 projets derrière eux sur Kickstarter. Bon, on peut dire que généralement ils ont pondu des jeux plutôt moyens ou plutôt assez bons, qu'ils sont peut-être un petit peu sur la pente ascendante, on va dire, en termes de réputation en tout cas. Donc peut-être que Elden Ring est un très bon jeu, là-dessus je ne pourrais pas vous le dire, ne l'ayant pas testé, et j'ai surtout beaucoup de mal pour l'instant à distinguer ce qui le différencie des autres dungeon crawler / lane crawler de la même gamme, on va dire. Si ce n'est qu'il a 5 boîtes et du kilo plastique ras la gueule. Vous me direz ce que vous en pensez éventuellement à peu près à ce niveau, parce que moi j'avoue que pour l'instant je suis un petit peu paumé sur cette campagne.
Quoi qu'il en soit, on a beaucoup d'exclusivité, donc éventuellement, je pense que c'est un jeu qui devrait pouvoir avoir des extensions à terme. Je me demande d'ailleurs si Steamforge Games n'a pas déjà annoncé qu'il y aurait du contenu supplémentaire à l'avenir, auquel cas vous devriez pouvoir du coup l'obtenir, si ce n'est pas cette fois-ci, une prochaine fois, mais avec des retours d'autres joueurs en attendant. C'est à confirmer, hein, je suis pas convaincu, mais j'ai cru entendre parler de ça, il me semble récemment. Quoi qu'il en soit, soyez sûr de votre coup parce que ça va coûter très très cher. Hein. Je le rappelle, le all-in était à plus de 400$ si je me souviens bien. Enfin, un truc dans ce genre-là, quoi, l'équivalent du PIB du Nigeria, quoi, en gros, hein, c'était assez ridicule. On va essayer de retrouver ça assez rapidement. Alors, où était ce gros all-in de la mort qui tue à moins que je ne l'ai déjà passé. Ah, j'en ai l'impression. Non, c'est ici, ok. 430$ pour le all-in. Alors certes, il y a 5 boîtes, certes, il y a du kilo plastique, certes, il y a 2500 cartes. C'est presque trop, genre 2500 cartes, bon, ok, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup, quoi. Combien de doublons là-dedans? Je sais pas. 90 heures de campagne rejouable, mais les rejouerez-vous? Atteindrez-vous seulement la fin de cette campagne de 90 heures? C'est pas garanti non plus. Mais bon, quoi qu'il en soit, je parlais tout à l'heure pas des Kickstarter exclusives, enfin en partie oui, mais des stretch goals. Donc on va essayer d'aller les retrouver sans plus tarder, mais la page est là encore bourrée d'informations, de visuels, etc. Donc c'est un petit peu galère pour retrouver les informations que l'on cherche. Est-ce que c'était ici? Ouais, c'est des daily unlocks, c'est pas véritablement des stretch goals, c'est juste des choses qui sont dévoilées jour après jour pour aller enrichir le jeu, notamment beaucoup de miniatures avec ici les squelettes par exemple, ou le Mad Pumpkin Head, la tête de citrouille géante, et folle qui plus est, bon pourquoi pas. Warrior, certainement un nouveau personnage jouable, de nouvelles tuiles de localisation, donc de terrain, plus de 10 heures de quêtes supplémentaires à ajouter dans le jeu, le Wretch également, donc le personnage de base des Dark Souls et compagnie, si je me souviens bien, qui doit être du coup également jouable dans Elden Ring, j'imagine. Et ensuite, on avait aussi des Exploration Unlocks, mais c'est à peu près la même chose, je crois. Hein, ça correspond exactement aux mêmes choses débloquées, donc on va pas passer plus de temps que ça sur le jeu. Je sais que pas mal d'entre vous sont intéressés, d'ailleurs j'ai eu plusieurs commentaires en ce sens, et je le comprends, hein, le jeu d'origine, le jeu vidéo m'a pas mal attiré, je ne l'ai pas joué parce que j'ai récemment pas le temps de jouer en fait, ou je me prends pas le temps de jouer à des jeux vidéo, mais je comprends en fait l'intérêt qu'il peut avoir. Ceci dit, je suis pas hyper convaincu par le côté unique du jeu dans sa catégorie, de ce qui le différencie des autres jeux de la même catégorie, et puis la direction artistique, au-delà des miniatures qui, elles, sont très belles et très respectueuses de l'œuvre d'origine, bah, le jeu n'a pas l'air si beau que ça en réalité, donc je sais pas, je suis un peu circonspect, disons. Mais pour l'instant, 305 backers français, on a également 491 backers canadiens, mais pas forcément francophones. Les Belges, je ne les vois pas. Par contre, 100 backers japonais également. Mais bon, le jeu d'origine, donc vidéo, étant japonais, c'est pas très étonnant en soi. Donc voilà pour Elden Ring, la version jeu de plateau, 3 jours avant la fin de la campagne, 9300 contributeurs et 2 600 000 euros d'engrangés. Pour l'instant, ils vont certainement faire péter les 3,5 millions d'ici la fin de la campagne. Présenté dans le menu crowdfunding du 13 novembre dernier, The Last of Us Escape the Dark, l'adaptation encore d'un jeu vidéo après Elden Ring, cette fois-ci c'est The Last of Us, dans un univers post-apocalyptique, hein, pour ceux qui n'auraient pas joué au jeu vidéo d'origine, excellent jeu, en tout cas le premier, je n'ai pas joué au second, même si on m'a dit qu'il était bon, très bon jeu, mais cette fois-ci dans l'univers de Escape the Dark, enfin non, c'est pas dans l'univers de Escape the Dark, ça reprend les mécanismes de la série Escape the Dark, mais dans l'univers de The Last of Us. Et pour l'instant, c'est un beau succès, même si c'est pas au niveau de Elden Ring. 8000 contributeurs 3 jours avant la fin de la campagne, 810 000 euros d'engrangés, ça reste un très beau succès. On devrait pouvoir atteindre le million d'euros d'ici la fin de la campagne à mon avis, et ça se base encore une fois sur une licence assez connue du jeu vidéo, donc il y a vraiment de plus en plus de ponts entre les deux depuis 3, 4, 5 ans environ, et je sais pas si c'est pour le mieux ou si c'est pour le pire à vrai dire, mais en tout cas ça me semble pas déconnant de voir de plus en plus de licences de jeux vidéo en jeu de plateau, et peut-être qu'on verra de plus en plus aussi de portage dans l'autre sens, comme c'était le cas par exemple avec Gloomhaven, qui est désormais une version entre guillemets jeu vidéo, même si c'est à mi-chemin entre les disons. 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 60 minutes la partie pour The Last of Us Escape the Dark, et ça reprend donc les mécanismes de base de Escape the Dark, la série de Themeborn, mais avec quelques petites modifications, quelques petits ajouts. On vient raffiner un petit peu la méthode et la recette des précédents jeux de Escape the Dark, bien évidemment, le tout dans l'univers de The Last of Us, mais
Moi, ce que j'appréciais beaucoup, notamment dans le jeu d'origine, le jeu vidéo d'origine, surtout le premier d'ailleurs, c'était ces grands espaces dans lesquels la nature reprenait ses droits petit à petit sur la civilisation. On voyait la nature, les arbres, les plantes reprendre leurs droits. On voyait même parfois des girafes qui, sorties d'un zoo, se trimbalaient comme ça dans la rue entre des tours. C'était magnifique, c'était très beau. Et là, pour le coup, tout est en noir et blanc. Alors, c'est le concept de Themeborn avec tous ces jeux Escape the Dark. Je l'entends, je le comprends, mais je trouve que c'est pas forcément rendre justice aux matériaux d'origine que de mettre tout ça en noir et blanc, en très 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 sobre. Bon, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, c'est peut-être juste moi, hein, c'est purement subjectif bien évidemment, mais je trouve ça un petit peu dommage. Au-delà de ça, pas de stretch goals à aller explorer, donc du coup on va pouvoir passer au prochain projet. Voilà pour The Last of Us Escape the Dark, à 3 jours de la fin de la campagne, déjà près de 7700 contributeurs et 810 000 € d'engrangés. Autre jeu présenté la même semaine, à savoir donc le 13 novembre dernier sur le menu crowdfunding, Ceres, le prochain jeu de Gustaf Sundström, donc un jeu suédois mais publié par des Grecs, à savoir Artipia Games, qui était derrière notamment la quête du bonheur. 2450 contributeurs pour l'instant pour Ceres, 150 000 € d'engrangés, c'est donc largement financé à 3 jours de la fin de la campagne, et projet que je n'attendais pas particulièrement et qui m'a pas mal surpris dans le bon sens du terme, notamment par son mécanisme assez intriguant de double placement d'ouvriers, dans le sens où vous aurez vos ouvriers, comme on le voit dans tous les jeux d'ouvriers bien sûr, qui vous seront attribués à vous et uniquement à vous, et on aura aussi un pool d'ouvriers commun à tous les joueurs, dans lequel vous pourrez aller piocher pour accomplir certaines actions. Donc ça c'est assez intéressant d'avoir ce double pool d'ouvriers parmi lesquels piocher. Ça c'est assez intriguant et je serais très curieux de le voir, parce que pour l'instant je n'ai pas encore expérimenté de jeu qui propose ce genre de mécanisme avec deux types d'ouvriers, dont un commun. Alors deux types d'ouvriers, ça, oui, on l'a déjà vu, mais un type commun et propre, pas propre du coup, commun à tous les joueurs autour de la table et accessible à tous les joueurs autour de la table, ça c'est super intéressant et je serais très curieux d'y jeter un œil. Au-delà de ça, on va aller voir quand même rapidement les stretch goals. Je rappelle quand même, parce que j'avais oublié de le rappeler, qu'il n'y a pas de version française pour l'instant, que c'est pour 1 à 4 joueurs, pour 14 ans et plus, et que c'est environ à 30 minutes la partie par joueur, donc entre 1 heure et 2 heures dira-t-on, peut-être un petit peu moins si on joue en solo, avec un assez joli matériel d'ailleurs, hein. Et puis donc pour ce qui est des stretch goals dans ce jeu, donc vous partez un petit peu à la conquête d'une des lunes de Mars pour aller un petit peu, pas la terraformer mais la miner on va dire en gros, et développer un petit peu certaines industries sur son sol. On aura donc en stretch goals, il faut descendre un tout petit peu plus que ça, alors c'est ici que ça se passe, voilà, le projet donc est financé, donc classique, ensuite on aura de nouvelles tuiles d'astéroïdes de Trojan, de Troie. Ensuite, on aura aussi de nouvelles faveurs disponibles, 2 nouvelles tuiles, pas des tuiles, des tokens de faveurs supplémentaires. Donc tout ça, ça vient rajouter un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus de rejolicité, hein, de nouvelles tuiles, de nouvelles cartes, de nouvelles tokens. Là également, c'est le cas pour une nouvelle tuile de spacecraft, donc de cargo, de vaisseau cargo que vous voyez ici. Tout ça en fait vient venir enrichir un petit peu plus le jeu, qui avait déjà l'air d'avoir une assez bonne rejouabilité, et qui du coup va s'enrichir petit à petit de petites stretch goals supplémentaires qui viennent enrichir un petit peu le gameplay. Ceci dit, bon, vous avez l'habitude, hein, on n'est pas des perdreaux nés de la dernière pluie non plus, hein, je mélange des expressions et ça ne veut rien dire, parce que bon, on sait très bien que les stretch goals sont très souvent, et heureusement d'ailleurs, déjà définis avant le début de la campagne, et qu'en fait toutes ces cartes auraient très bien pu être incluses d'entrée de jeu, dans le jeu de base, sans passer par des stretch goals, et c'était certainement prévu plus ou moins comme ça, hein, soyons tout à fait honnêtes. D'ailleurs elles sont déjà conçues les cartes, hein, vous les voyez en partie. Donc bon, on peut légitimement se dire, bon, c'était déjà d'origine dans le jeu, et ils font juste vivre un petit peu leur campagne en présentant ça comme des stretch goals. Oui, c'est vrai, mais ne soyons pas mauvais esprit, on est quand même content de voir du nouveau matériel qui vient popper au fur et à mesure que la campagne se dévoile. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Ceres, 2500 contributeurs approximativement, à 3 jours de la fin de la campagne, on ira certainement chercher les 3000, 3002 environ, et pour l'instant 150 000 € d'engrangés.
Tout à l'heure, je parlais de Elden Ring comme d'une campagne extrêmement courte, présentée il y a 3 jours à peine. Et bien, c'est la même chose pour Mystea et Ikayon avec leurs extensions respectives du solo. C'était également présenté le 27 novembre dernier dans le menu crowdfunding. Donc pour tous ceux qui s'y intéressent, je vous encourage à aller regarder le segment de la vidéo concerné. Il s'agissait donc de deux extensions, enfin d'une extension pour chacun des deux jeux, donc Mystea et Ikayon, deux des grands succès de Tabula Games, un éditeur italien, qui désormais donc bénéficieront d'extensions solo créées par David Turchi quand même et John Albertson, donc deux experts de la création de modules solo pour des jeux préexistants ou même parfois pour leurs propres jeux également. Donc David Turchi, pour rappel, c'est le mec qui a fait 150 solos environ et qui a aussi accessoirement pondu Anachronie. Donc on est quand même sur du gage de qualité, même si bon, à en faire autant, on peut se demander si tous ces modes solo sont équivalents en termes de qualité. Là-dessus, je ne sais pas, j'en ai pas testé suffisamment. C'est donc pour 1 à 2 joueurs, 60 à 90 minutes, 14 ans et plus, donc apparemment, les modes solo sont aussi potentiellement jouables à 2 en coop, j'imagine. Pour le reste, je vous renvoie bien évidemment au menu crowdfunding d'il y a 3 jours, donc le 27 novembre dernier. Mais juste, y avait-il des stretch goals ? J'en ai pas le souvenir, j'essaie de regarder ça ici, j'ai pas l'impression, non. Donc a priori, on doit pouvoir passer directement au prochain projet. Donc voilà pour Mystea et Ikayon avec leurs extensions respectives de solo. 35 000 € approximativement pour l'instant, 920 backers et 3 jours avant la fin de la campagne. Version francophone disponible. Présenté dans le menu crowdfunding du 13 novembre dernier, Super Dark, un petit jeu à identité secrète, un petit peu à la façon d'un... comment ça s'appelait déjà ce truc avec Hitler ? Je me rappelle que d'Hitler pour le coup, Secret Hitler tout bêtement. Super Dark, c'est donc un jeu à identité secrète, mais dans une thématique de politique, de corruption, entre les grands groupes, disons, industriels et les grands pouvoirs économiques qui chercheront à influencer les politiciens au cours d'une élection, et le peuple qui va chercher lui aussi à faire des donations aux partis qu'il veut soutenir pour essayer de contrecarrer un petit peu les projets de ces grands groupes financiers qui cherchent à imposer leurs pattes sur la démocratie ou la pseudo-démocratie. Donc voilà pour Super Dark, je vais pas en parler plus que ça, le jeu est financé, 338 contributeurs, 6 jours avant la fin de la campagne, 21 000 € d'engrangés, on est sur un jeu qui n'a pas de version francophone, même s'il a très peu de texte sur le matériel, donc bon, ça devrait pas être un gros souci, pas une grosse barrière, mais bon, quand même, c'est toujours bon à savoir pour les anglophobes qui seraient parmi vous éventuellement. Et puis aussi, sachez que bon, c'est un jeu à identité secrète, donc c'est théoriquement pas trop notre cam chez les ludovores, même si on aime beaucoup Veiled Fate, l'exception qui confirme la règle. Voilà pour Super Dark, 338 contributeurs, 6 jours avant la fin de la campagne, 21 000 € d'engrangés, c'est la dernière fois qu'on en parle dans le suivi du menu crowdfunding. Récemment, on a pas mal de campagnes très courtes, avec ici un représentant supplémentaire, à savoir World Teachers, lui aussi présenté il y a 3 jours à peine, dans le menu crowdfunding du 27 novembre dernier. Ça n'a pas décollé entre temps, alors il y a quelques petits backers supplémentaires bien évidemment, on est presque à 100 contributeurs, mais c'est quand même très loin du seuil de financement de 7 500 €. Bon, heureusement, il est relativement bas, donc ça reste encore peut-être jouable, mais ça va être très compliqué pour ce jeu de pose de tuiles pour 1 à 4 joueurs, avec une thématique assez originale, une direction artistique qui pas vilaine, même si c'est pas très beau, dès lors qu'on arrive sur les tuiles que l'on voit ici, c'est pas magnifique. Les illustrations sont un petit peu mieux, mais ça vend pas du rêve quand même, pour être tout à fait honnête. Et c'est pas financé, donc pas de stretch goals, et de toute façon, vous le voyez ici avec les 9 jours, eh bien on entre dans la catégorie des jeux qu'on verra une dernière fois dans le suivi du menu crowdfunding la semaine prochaine, puisque on a dépassé les 7 jours restants, donc de toute façon, on en reparlera une toute dernière fois la semaine prochaine, que ce soit pour un projet annulé, ce qui est potentiellement faisable, impossible, ou dans les projets qui s'apprêtent tout simplement à soit à se terminer avec un échec, ou potentiellement avec un petit miracle et un succès. On verra bien ce qu'il en est pour World Teachers la semaine prochaine. Autre projet que j'étais censé présenter et finalement, pour une raison ou pour une autre, j'ai oublié de le faire dans le menu crowdfunding qui était supposé être dédié en partie à Dark Venture. 1015 contributeurs pour l'instant, 46 000 € d'engrangés à 9 jours de la fin de la campagne. C'est un jeu d'aventure pour 1 à 4 joueurs essentiellement basé sur les cartes. C'est pour 1 à 4 joueurs, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour 10 ans et plus et pour des parties de 60 à 90 minutes. C'est la deuxième édition de Dark Venture avec un jeu relativement accessible, comme vous voyez, 35 $ seulement,
Pas de version francophone malheureusement, mais le jeu est relativement sympatoche, visuellement en tout cas ça présente plutôt bien. C'est un petit peu spécial en termes de direction artistique, mais ça plaira peut-être à une partie, à un pan de la communauté, et certainement pas à un autre, hein. Ça peut être dit à peu près pour tous les jeux certainement, mais je trouve celui-ci particulièrement spécial en termes de direction artistique, donc je pense que ça séduira pas tout le monde. Quoi qu'il en soit, vous me direz ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà repéré avant que je n'en parle aujourd'hui, j'étais censé le présenter il y a 2 semaines si je me souviens bien, et j'avais oublié complètement. Au-delà de ça, les couleurs sont quand même très très pétées, mais bon ça encore une fois, c'est purement subjectif. Voilà pour Dark Venture, pour l'instant 1000 contributeurs, 9 jours avant la fin de la campagne, pas de version francophone, mais le jeu est déjà financé, on en reparle une dernière fois la semaine prochaine. Présenté le 20 novembre dernier dans le menu Crowdfunding, Legends Untold The Illumination of Deep Sorrow, qui était une extension slash standalone, donc vous n'aviez pas besoin du jeu de base pour pouvoir y jouer. Jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, un peu similaire au jeu dont on vient de parler d'ailleurs, dans le sens où là aussi on est sur un jeu d'aventure d'exploration, mais avec uniquement des cartes qui vont elles-mêmes composer le terrain que vous allez explorer. Donc un petit peu similaire au projet précédent. Relativement joli en termes de direction artistique, c'est plutôt classe, ça peut rapidement être cher si on prend la totalité de ce qui est sorti jusqu'à présent, plus la nouvelle campagne, enfin la nouvelle extension standalone, 166 livres, attention, donc c'est pas des euros, c'est encore plus cher. Pour un jeu qui se compose uniquement de cartes, c'est un petit peu chéro quand même, soyons tout à fait honnêtes. Mais bon, au-delà de ça, le jeu a l'air d'être assez sympa, c'est plutôt visuellement réussi, et ça a l'air d'être un jeu qui se joue relativement bien, avec de l'exploration, mais avec un matériel beaucoup plus modéré, disons, beaucoup plus, enfin peut-être pas minimaliste, mais beaucoup plus restreint que dans beaucoup de jeux du même genre, mais ça reste pas donné pour un jeu qui justement aurait pour avantage théorique de se vouloir être moins cher que les jeux avec du kilo plastique. Vous me direz ce que vous en pensez pour Legends Untold, qui au demeurant a l'air d'être un très bon jeu. 789 contributeurs, 9 jours avant la fin de la campagne et 77 000 euros d'engrangés, on en reparle la semaine prochaine. Autre jeu présenté dans le dernier menu crowdfunding du 27 novembre dernier, Clash of Decks, qui revient sur Kickstarter pour sa 3e saison, le projet de Gram Edition et de Léandre Proust, donc Cocorico, le petit jeu français de la semaine, et encore petit, on en a quand même à la 3e saison de ce jeu, avec ici une 3e saison qui se veut complètement standalone, vous n'avez pas besoin du jeu de base ou la 2e saison pour pouvoir y jouer, mais c'est 4 standalone extensions, 144 nouvelles cartes avec 8 nouvelles compétences, etc., de nouveaux modes de jeu, que ce soit en coopération, en 2 contre 2 par exemple, etc. 688 contributeurs pour l'instant, 9 jours avant la fin de la campagne, 47 000 euros d'engrangés approximativement, ça se porte plutôt bien, même si c'est vrai que, et je l'avais déjà expliqué il y a 2 jours, 3 jours dans le menu crowdfunding, que ça donne peut-être un petit peu une mauvaise impression de voir que campagne après campagne, il y a de moins en moins de contributeurs, alors que ça peut être justifiable autrement par notamment la stratégie, l'approche stratégique commerciale de Léandre Proust sur ce projet. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui ne suit pas tellement l'actualité et justement cette évolution du projet de Clash of Decks à travers les années, on peut se dire simplement qu'on part de 20 000 contributeurs à la saison 1 à 688 la 3e, et se dire bon, il doit pas être si bon que ça finalement, ce qui est un petit peu dommage. Vous me direz ce que vous en pensez si vous l'avez testé éventuellement, ce n'est pas le cas de notre côté. Clash of Decks saison 3, on en reparle la semaine prochaine. Petit projet qui m'était passé sous le nez lors de la semaine du 9 novembre, donc ça remonte, j'aurais dû le présenter à l'époque et je ne l'avais pas trouvé. Je suis tombé dessus par hasard il y a 3-4 jours et pourtant le projet se porte plutôt bien comme vous voyez, c'est God's Forge avec une extension, même 2 extensions, Twilight of the Great Houses et Return of the Dragon Gods, donc 2 nouvelles extensions pour accompagner le jeu de base de God's Forge, qui a une direction artistique plutôt soignée, je trouve, c'est relativement classe. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça très joliment illustré pour ma part, même si c'est un petit peu flashy, certes. 475 contributeurs, 40 000 euros d'engrangés, c'est largement financé, et il reste 9 jours avant la fin de la campagne pour God's Forge, qui est l'œuvre de Atlas Games, un petit éditeur américain qui avait déjà pondu également, comment ça s'appelait déjà, Gloomier par exemple, et Dice Miner, c'est plutôt celui-ci dont je me souvenais, avec à l'époque 4000 contributeurs, puis ensuite Gloomier qui a fait 7600 également, et aussi ils ont pondu pas mal de jeux de rôle également, donc pour le coup je suis beaucoup moins connaisseur.
Donc un petit éditeur qui est pas très connu, en tout cas pour ses jeux de société, peut-être qu'il l'est pour ses jeux de rôle, mais là je suis beaucoup moins connaisseur, mais en tout cas ils font plutôt des bons résultats en règle générale, ce qui est pas tellement le cas ici pour God's Forge, 475 contributeurs, mais c'est un jeu, comment dirais-je, de confrontation à plusieurs joueurs, on joue jusqu'à 4 joueurs si je me souviens bien, il faudrait que je retrouve ça d'ailleurs, voilà, pour 1 à 4 joueurs, pour 20 à 40 minutes, donc relativement rapide, 14 ans et plus, où on va se lancer des sorts sur la tronche dans tous les sens. Ça a l'air d'être assez chaotique, mais dans le bon sens du terme, et en plus de ça, je le répète, c'est plutôt joliment réalisé en termes de direction artistique, même si c'est un peu flashy à mon goût. Mais voilà, j'en ai plutôt un a priori positif, même si j'ai pas suffisamment fouillé le projet pour en savoir plus en termes de qualité de gameplay. Quoi qu'il en soit, on en reparle la semaine prochaine pour God's Forge et 2 extensions, Dragon Gods et Great Houses. Présenté dans le menu crowdfunding du 20 novembre dernier, Where's My Rides est enfin financé, ce n'était pas le cas lorsque je l'avais présenté. 243 contributeurs 9 jours avant la fin de la campagne pour ce petit jeu qui rappelle un petit peu les trucs façon les taxis Uber, là, enfin je connais assez peu, mais vous allez devoir appeler une sorte de taxi, quoi en gros, sauf que l'application pour les appeler est complètement pétée, vous pourrez envoyer que des localisations un petit peu erratiques, disons, et le chauffeur pourra vous envoyer que des emojis en guise de réponse. C'est n'importe quoi, un petit peu comme ma diction au moment où je fais ce petit segment de la vidéo, tout simplement parce qu'en l'espace de 2 semaines, le projet m'intéressant tellement peu, j'ai complètement oublié de quoi il s'agissait, bon si ce n'est le thème rapidement. Donc voilà pour ce qui est de Where's My Ride, vous me direz si ça vous intéresse, mais je pense pas que de toute façon vous soyez très nombreux à l'attendre. Rien de plus à rajouter. Également présenté dans le menu crowdfunding du 20 novembre dernier, le nouveau projet de KTBG, donc qui était Kids Table Board Gaming, sachant que c'est écrit Kids dans le titre, enfin le nom de l'éditeur, mais ce n'est pas réservé exclusivement aux enfants. Maple Valley, qui disposera en plus d'une version francophone comme son aîné Creature Comforts, dont il partage d'ailleurs l'univers graphique et l'univers de manière globale de toute façon. Très joli petit projet encore une fois, comme souvent avec KTBG, qui propose des jeux charmants, familiaux certes, mais avec suffisamment d'intérêt et de viande, si je puis dire, pour plaire aussi aux joueurs un peu plus chevronnés, dirais-je. Le jeu Creature Comforts s'est déjà placé en 167e position de la catégorie famille sur BGG, ce qui n'est pas rien non plus. C'est un très joli petit jeu que j'aimerais bien tester d'ailleurs un jour, Creature Comforts, et puis éventuellement aussi Maple Valley dans la foulée, petit jeu dans lequel vous allez organiser la fête de l'automne dans votre vallée des érables avec vos petits amis. Il y aura différents mécanismes en jeu, un petit peu pas de pose d'ouvrier, mais de déplacement d'ouvriers pour obtenir certaines faveurs, certains petits items, etc. qui faciliteront l'obtention de certaines ressources. Il y aura aussi du coup la gestion de ressources, il y aura aussi du set collection, etc. etc. Ça va être assez sympa et assez riche pour un jeu qui reste malgré tout un jeu familial et plutôt comment dirais-je, accessible, y compris par des enfants, quoi disons. 1 à 5 joueurs, 8 ans et plus, comme toujours avec KTBG, et environ 60 minutes la partie. La version française sera assurée par Matago, donc autre petit gage de qualité s'il en fallait un de plus, et c'est aussi l'occasion, pour ceux que ça intéresserait et qui l'avaient raté à l'époque, de backer aussi Creature Comforts que vous voyez ici. Donc éventuellement, même si de toute façon il est encore disponible dans le commerce, dans vos boutiques les plus proches, j'imagine. Voilà pour ce qui est de Creature Comforts, on reparlera des stretch goals la semaine prochaine. Encore un jeu présenté il y a 3 jours à peine, décidément, le 27 novembre dernier pour Tiny Epic Crimes, le nouvel opus de la série des Tiny Epic, cette fois-ci dans un univers un petit peu de Los Angeles des années 50-60 je crois, avec des crimes à résoudre. On est sur un jeu de coopération mais avec une facette semi-compétitive, semi-coop, avec des traîtres éventuellement si on ajoute une mini-extension, le tout pour 1 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes la partie. À vous de voir si ça vous tente, les Tiny Epic, j'en ai essayé 2 jusqu'à présent, qui étaient plutôt sympas, mais aussi plutôt oubliables, qui m'ont pas laissé des souvenirs impérissables, pour être tout à fait honnête. Je sais pas ce qu'il en sera pour Tiny Epic Crimes, mais pour l'instant il fait plutôt un beau succès, 6374 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne, et 240 000 € d'engrangés, on en reparle la semaine prochaine. Le doyen de la semaine, il s'agit de Aerodome Rising Horizons qui avait été présenté dans le menu crowdfunding du 30 octobre dernier, donc il y a tout pile 1 mois, et je dois recharger la page parce que vous voyez que les statistiques n'ont pas bien chargé, voilà, 382 contributeurs, 10 jours avant la fin de la campagne, 41 000 € d'engrangés,
30 minutes de la partie pour 2 joueurs uniquement, en confrontation pour 10 ans et plus. C'est un jeu qui se veut être relativement rapide, un jeu de course plus ou moins, avec différents comment dirais-je, vaisseaux, avions que vous pourrez contrôler et enrichir au fur et à mesure de votre épopée, disons. C'est un jeu qui m'attire pas du tout, je suis pas très fan de la thématique, je suis pas très fan de la direction artistique non plus, mais pour l'instant ça fait son petit bonhomme de chemin, ça se porte pas trop mal et c'est financé. Vous me direz ce que vous en pensez pour Aerodome Rising Horizon Season 1, donc on a déjà prévu une saison 2, peut-être 3, 4, 5, 6, 10, on verra bien. Dernier projet de la semaine, il s'agit de Fit to Print, le nouveau projet de Flatout Games, donc l'éditeur de Calico, de Cascadia ou de Verdant plus récemment. 5500 contributeurs approximativement pour l'instant, 150 000 € d'engrangés, 10 jours avant la fin de la campagne pour ce jeu de pose de tuiles dans lequel vous allez devoir créer la une d'un journal, d'un univers avec des animaux anthropomorphiques. C'est assez charmant, comme toujours avec Flatout Games, c'est aussi toujours aussi abordable, comme toujours avec Flatout Games, 29 $ pour le jeu, c'est plutôt charmant, c'est plutôt joliment réalisé avec les illustrations de Yann O'Toole qui plus est. Le mécanisme de la pose de tuiles est assez sympa et également thématiquement ça fait sens parce que vous allez composer votre une avec plus ou moins de texte, plus ou moins de photos, plus ou moins de publicité, le tout pour aller engranger des points avec plusieurs facteurs différents. C'est relativement intéressant, je serais très curieux de le tester, comme d'ailleurs tous les jeux de Flatout Games parce que pour l'instant, honte sur moi, je n'ai jamais testé Calico, je n'ai jamais testé Cascadia et Verdant parce qu'il n'est pas encore arrivé de façon au backer. Donc j'ai un petit peu honte, mais c'est vrai que j'aimerais bien les tester tous autant qu'ils sont, même si j'ai un peu moins d'intérêt pour Calico parce que bon, un jeu avec uniquement des chats, thématiquement ça m'attire pas, même si j'ai un chat que j'adore beaucoup bien évidemment, mais Cascadia, Verdant, j'aimerais beaucoup le tester et Fit to Print encore plus finalement. Vous me dites ce que vous en pensez, pas de version française durant la campagne, mais comme tout bon jeu de Flatout Games, on le verra de toute façon en version francophone, quelques temps après l'arrivée du jeu au backer. Il sera en boutique également. Qui s'occupait de Flatout Games d'ailleurs, Cascadia, c'était pas Matago, Calico, tout ça, je sais plus. Quoi qu'il en soit, il y avait une version francophone, je ne sais plus qui s'en occupait, mais ce sera le cas encore une fois pour Fit to Print, là-dessus, n'ayez pas d'inquiétude. Et ma foi, c'est tout pour Fit to Print, donc il reste 10 jours avant la fin de la campagne, et par contre il ne reste plus que quelques secondes avant la fin du suivi du menu crowdfunding, puisque j'ai traité l'ensemble des projets dont je voulais parler aujourd'hui. Du coup, rien de plus à ajouter pour cette fois, je vais vous laisser tranquille, donc d'ici la prochaine vidéo dans quelques jours, portez-vous bien, jouez bien sûr, et à la prochaine.